Ok, donc bonjour à tous. Merci pour tous les participants et tous les inscrits donc, à ce webinaire numéro 3 donc, sur la ventilation. Nous vous remercions donc de votre présence. Je rappelle en deux mots, le collège interdisciplinaire, donc santé, environnement intérieur et qualité de l'air, a vraiment justement une vocation d'obtenir une compréhension mutuelle entre tous ses membres sur différents types de sujets, évidemment abordant la santé, l'environnement intérieur, la qualité de l'air. Qui sont évidemment des sujets qui préoccupent en particulier les professionnels de santé et tout particulièrement les allergologues, puisque beaucoup des cas traités dans leur cabinet sont liés effectivement à la qualité de l'air et aux particules qui effectivement sont véhiculées par l'air. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre présence et de votre participation au développement donc de ce collège. Je laisse la parole à Fabien, président du collège. Merci beaucoup Patrick. Merci à tous ceux qui nous écoutent pour parler de la ventilation. Effectivement, nous avons déjà organisé 2 webinaires sur les métiers qui tournent autour de la qualité de l'air. Nous avons eu l'occasion dans le premier webinaire de parler avec des étudiants qui s'intéressent au sujet de la qualité de l'air et qui nous ont parlé de leur futur métier. Plus récemment, donc, nous avons parlé avec les conseillers en environnement intérieur pour qu'elles parlent de leur métier. Et ce matin, donc, nous allons parler des métiers qui tournent autour de la ventilation. C'est un sujet qui nous semblait important de présenter. D'une part parce que le dernier plan national santé-environnement 4 met en avant un certain nombre d'actions sur la ventilation, sur le diagnostic des installations de ventilation à la réception des bâtiments neufs, mais également en cours d'exploitation, l'importance des audits et des diagnostics des systèmes de ventilation. Et d'autre part, également, depuis l'année dernière, avec la crise sanitaire liée au Covid et ce virus qui peut se transmettre par voie d'aérosol, la ventilation et la qualité de l'air dans les bâtiments a pris également une place très importante. Effectivement, l'année dernière, on a beaucoup consacré d'argent sur la désinfection des surfaces, alors qu'aujourd'hui, nous savons que le rôle de la contamination par les surfaces est bien moindre que celui de l'air, et il était dommage de ne pas consacrer tout cet investissement sur les systèmes de ventilation. Donc, nous souhaitions en parler ce matin et évoquer donc avec les 3 personnes que nous avons invitées. Tout d'abord, Laurent Henry, gérant de la société Ventile Pure Habitat, qui va nous parler également de ce métier particulier qui est celui du ventiliste et l'importance que l'on peut donner aux installations de ventilation. Ensuite, nous donnerons la parole à Michel Potard, que je remercie, la gérante de VMI Technologies, qui préconise déjà depuis de nombreuses années des systèmes de ventilation particuliers par insufflation. Nous aurons l'occasion d'évoquer avec elle les différentes expériences qu'elle a déjà sur ce système de ventilation. Et enfin, nous donnerons la parole, et je le remercie également, à Axel Ballion, qui est le directeur de Ventéo, qui est une société dont il nous parlera également, qui intervient, et en particulier sur la notion de maintenance. En effet, pour les systèmes de ventilation, il est important de bien concevoir et dimensionner les installations de ventilation. C'est ce que nous allons discuter également dans un instant, mais également la pose de ces systèmes de ventilation est importante également à considérer, que ce soit dans le bâtiment neuf ou dans la rénovation. Et enfin, et chose encore plus importante, et là nous avons aussi des réglementations qui nous imposent des débits d'air, la maintenance de ces systèmes. On sait aujourd'hui qu'il y a un pourcentage loin d'être négligeable d'installations de ventilation qui posent problème parce qu'elles ne sont pas suivies. Et pourtant, la ventilation joue un rôle très important dans la qualité de l'air, que ce soit l'aération ou la ventilation. C'est également donc un sujet très important pour la qualité de l'air, au-delà de la maîtrise des sources de pollution. La ventilation joue un rôle très important. Donc, je vais donner tout d'abord la parole à Laurent Henry. Je le remercie d'ailleurs de participer à ce webinaire pour nous parler de son métier, de sa société et de ce qu'il fait dans sa région par rapport aux installations de ventilation et donc quel domaine il intervient pour installer ces systèmes de ventilation. Merci Laurent de prendre la parole. Merci Fabien. Donc, effectivement, je suis ventiliste depuis 2009 et mon entreprise est basée dans le nord, au sud de la métropole lilloise.
Donc, nous sommes cinq personnes. Donc, nous intervenons sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais dans la pose de VMC double flux, principalement dans l'habitat très performant, beaucoup plus étanche que ce qui est exigé dans la réglementation thermique d'aujourd'hui. Nous sommes dans la majorité des maisons passives de la région. Nous intervenons aussi dans des petites tertiaires, des écoles, des crèches, très performantes également, qui sont sur ce principe de construction passive, c'est-à-dire sans chauffage conventionnel, et où le renouvellement d'air ou la récupération d'énergie sur le flux d'air est vitale, sinon le bâtiment ne fonctionne pas dans notre région. Donc cette activité, nous la réalisons sur les 2 départements. Et sur la métropole lilloise, nous intervenons en rénovation pour la pose de VMC simple flux, généralement pour les projets subventionnés. Voilà. Voilà un petit peu pour préciser ce que l'on fait dans l'entreprise. Donc, on va réaliser l'étude du projet, on va réaliser un dimensionnement des réseaux et un dimensionnement des débits. J'y reviendrai un petit peu juste après. On réalise l'installation, la mise en service et ensuite, pour à peu près 40% de nos clients en double flux, l'entretien de leur installation, quoi. Voilà. En tout cas, sur cette partie entretien qui est très importante, soit mes clients reçoivent en fin d'année un petit email avec la référence de leur filtre pour le cas de la double flux pour penser à les remplacer. Donc à cette occasion, ils me renvoient le document sous forme de bon de commande. Ou pour les clients chez qui nous réalisons l'entretien annuel, eh bien, on prend rendez-vous avec eux, quoi. Ce qui veut dire que pour chacun de mes clients, avec un système de double flux et filtration de l'air, il y a un contact annuel avec l'entreprise. Voilà. Dans cette partie approche du débit, du renouvellement d'air dans les logements, donc nous réalisons à peu près une quarantaine d'installations en double flux dans le neuf par an. Et au fur et à mesure de mon expérience, aujourd'hui, je dimensionne, je calcule les débits de renouvellement d'air dans le logement en partant des pièces de vie que sont les chambres, le bureau, le salon, et non pas en partant des pièces humides d'extraction comme nous l'impose notre réglementation de 1982, car aujourd'hui, dans ces bâtiments très très étanches, eh bien, j'ai vraiment mesurer l'importance de cet apport d'oxygène, de vraiment apporter cet air neuf dans la chambre de l'adolescent, dans la chambre des parents. Et donc pour ce faire, j'ai fait une note de calcul pour chacun de mes projets pour réaliser ce dimensionnement. Voilà. Nous accompagnons aussi des autoconstructeurs sur la région. Donc ce sont des personnes qui vont faire intervenir souvent un charpentier ou un maçon pour réaliser un clos couvert, et nous réalisons l'étude de leur projet de ventilation, la fourniture du matériel et, ce qui est très important, la mise en service à la fin de leur installation, ce qui nous permet de bien valider que l'autoconstructeur a posé les éléments comme ce que vous avez indiqué au départ. Voilà. Une des grandes satisfactions de l'entreprise dans cette notion de qualité d'air intérieur, c'est de revenir 6 mois, 1 an après chez le client et qu'il exprime, surtout en rénovation d'ailleurs, qu'il exprime le fait que depuis qu'on renouvelle correctement l'air dans ce logement, son gamin qui suivait un traitement contre les allergies, contre l'asthme, contre toutes ces maladies respiratoires, et aujourd'hui n'a plus besoin de suivre ce traitement. J'ai d'autres clients qui me disent, voilà, toute la journée, j'étais dans le bureau, j'ai passé une mauvaise journée parce qu'on est dans la période des pollens, je suis rentré chez moi dans ma maison bien ventilée, et au bout d'1 à 2 heures, voilà, je redeviens serein, j'ai retrouvé le confort grâce à cette filtration d'air. Et je trouve que dans notre métier de ventiliste, de recevoir en fait tous ces messages positifs, d'influencer finalement et d'améliorer le confort et la santé de nos occupants, c'est quand même la plus belle satisfaction de notre métier. Et quand effectivement ce papa là, qui dit, voilà, mon gamin il suit plus de traitement, il est quand même, il a retrouvé une autre qualité de vie, c'est vraiment quelque chose de très positif, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu pour présenter un petit peu ce que l'on fait au niveau de l'entreprise et sur notre zone d'intervention.
Voilà. Alors, Laurent, merci, vous avez parlé du mot ventiliste. Est-ce que on peut préciser finalement ce mot? Parce que habituellement, dans les projets, notamment dans les bâtiments neufs, la ventilation n'est pas est prise, disons, par un corps de métier et pas forcément par un spécialiste de la ventilation, donc le terme de ventiliste. Vous pouvez préciser cette terminologie, ce que vous appelez, depuis combien de temps finalement vous pratiquez ce métier? Voilà. Donc, effectivement, traditionnellement, dans le bâtiment, dans l'habitat individuel, c'est l'électricien, c'est le chauffagiste qui posait la VMC simple flux. Et dans les tertiaires, il y a toute une organisation avec quelqu'un qui va réaliser l'étude du projet, avec ce qu'on appelle des gaineux qui vont poser les réseaux, avec le fournisseur qui va venir réaliser la mise en service. Donc on voit que dans ces bâtiments tertiaires, il y a une organisation qui est bien en place, qui fonctionne. Par contre, dans l'habitat individuel, voilà, c'était un petit peu différent. Et au début, l'origine de la création de l'entreprise, c'est un besoin non satisfait, car dans ma propre maison, je voulais améliorer le système de ventilation et améliorer le système de chauffage. N'ayant pas trouvé d'entreprise pour le réaliser, c'est devenu mon projet de création d'entreprise. Donc c'est comme ça que je suis devenu ventiliste. Et ce terme ventiliste, eh bien, quand j'ai créé en 2009, je ne savais pas quel terme utiliser parce que voilà, je suis rattaché d'un point de vue administratif au code NAF des plombiers, des chauffagistes, mais c'est pas vraiment mon métier, quoi. Donc j'ai essayé le terme de VMCiste, bon ça marchait pas très bien, ventiliste ça fonctionnait pas mal. Donc à chaque fois qu'un journaliste voulait m'interviewer, je lui dis je suis d'accord pour l'interview. À partir du moment où on utilise ce terme de ventiliste, qui, selon moi, caractérise ce métier qui est vraiment d'étudier le projet, de le concevoir, de poser les équipements, de les mettre en service et de les installer, quoi, qui couvre vraiment tout ce lot finalement de la ventilation dans le bâtiment, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui exercent ce métier en France, qui exercent ce métier dit de ventiliste? Parce qu'effectivement, c'est un champ très particulier. Comme vous l'avez dit, la ventilation était souvent prise par d'autres corps de métier. Là, c'est véritablement, on met l'accent sur l'importance de la ventilation et on ne peut que partager cette importance. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui exercent ce métier en France? Est-ce que également en parallèle, est-ce qu'il pourrait y avoir un genre de formation pour ce métier de ventiliste ou c'est quelque chose qu'on apprend sur le terrain? Parce que vous parlez quand même de mode de calcul, de dimensionnement. Donc, est-ce qu'on peut imaginer de former des jeunes qui pourraient nous écouter dans ce métier particulier de ventiliste? Et est-ce que c'est intéressant de développer ce métier-là en France? Alors, il y a eu énormément de questions, donc j'essaie d'en oublier aucune. Donc, alors, pour revenir aussi un petit peu sur cette historique, c'est lorsqu'on pose une VMC simple flux et puis que ça fait du bruit dans la salle de bain, dans les toilettes, bon, voilà, les gens s'en moquent un petit peu. Quand on est dans ce métier de la double flux, chaque client a une bouche d'insufflation dans sa chambre, donc le côté acoustique, le côté confort a une autre importance. Donc, on va trouver les électriciens, les chauffagistes, parfois après une expérience négative, vont se dire, voilà, je ne vais plus prendre de risques et puis je préfère ne plus le faire. Et je me rends compte quand je suis des formations en France, chez des fournisseurs produits, finalement, il n'y a pas grand monde dans ces formations. Une entreprise de ventilistes comme nous, dont c'est l'activité principale pour l'habitat individuel. Il y en a une en Normandie, il y en a une dans le Jura, à ma connaissance. Il y en a peut-être quelques autres, mais c'est marginal en France. Dans l'Europe du Nord, on va en trouver davantage, un petit peu comme on cherche, on trouve un électricien et un chauffagiste. D'ailleurs, pour mon projet de création d'entreprise, je me suis intéressé sur ce qui se faisait en Belgique, aux Pays-Bas, où voilà, ce métier est un petit peu plus connu. Et dans ces pays, la réglementation, surtout en Belgique, qui est à quelques kilomètres de mon entreprise, la réglementation est complètement différente, avec un taux de renouvellement d'air proche d'une fois par heure, ce qui génère des très gros débits et qui nécessite une maîtrise encore plus importante, sinon on a de l'inconfort derrière, dans le ressenti du flux d'air, dans le bruit. Voilà pour les régions. Pour la partie formation, effectivement, il y a un CAP qui a démarré il y a quelques années sur Paris, à ma connaissance.
Et c'est un vrai problème aujourd'hui. Mes salariés, ils sont formés dans l'entreprise, en interne. Je recrute plutôt sur le côté savoir-être, car c'est difficile aujourd'hui de trouver un jeune qui a envie de poser une VMC, parce que pour lui, VMC, c'est ce petit équipement qui est dans le comble. On va pouvoir aller crapahuter dans les combles, dans des conditions de travail qui sont peut-être pas forcément très agréables. Et en tout cas, pour l'habitat, cette image de l'installateur de VMC, eh bien, les candidats potentiels n'imaginent pas tout ce qu'il y a derrière, tout ce métier. Donc effectivement, quand je vais recruter, je vais un petit peu minorer ce côté métier, parce que je ne trouverai pas grand monde pour l'habitat de former dans le cursus scolaire habituel, et je vais plutôt développer sur ce côté savoir-être, parce qu'on est en relation vraiment avec le client. On voit que sur tous les chantiers, mes salariés, voilà, comme on pose des réseaux un petit peu innovants, des réseaux nettoyables en polyéthylène de qualité alimentaire sans recyclage, les autres entreprises viennent questionner mes salariés. Et donc dans le Nord, la question c'est, on dit, c'est quoi ton brin? Voilà, et donc mes salariés sont amenés à expliquer aux autres entreprises, sont amenés à communiquer avec les clients. Donc ce côté savoir-être est pour moi très important pour notre métier, quoi. Merci beaucoup, Laurent, de toutes ces réponses. Je vais donner la parole à Michel Potard. Je la remercie aussi de participer à ce webinaire. Donc, nous nous connaissons déjà depuis pas mal d'années et on parle bien sûr avec vous d'un système de ventilation assez novateur qui existe déjà depuis quelque temps, qui concerne donc la ventilation mécanique par insufflation. Peut-être, Michel, pouvez-vous présenter votre société et dire dans quel domaine vous travaillez, et nous aurons l'occasion d'ailleurs de passer quelques présentations des systèmes de ventilation pour montrer comment se place la VMI par rapport aux autres. Je vous en prie, Michel, mettez votre micro. Oui, bonjour à tous. Donc, VMI, c'est une société qui est dans la banlieue de Nantes. On est 35 personnes. On a un fort ADN tourné sur l'innovation. Donc, on a 7 personnes sur la partie développement de nos produits, amélioration de nos produits et surtout les projets expérimentaux. Et puis, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais on est quand même sur de nombreux projets expérimentaux. On a 2 personnes en bureau d'études parce qu'effectivement, comme le disait Laurent, il est important de pouvoir accompagner les professionnels avec du dimensionnement. On souhaite aller plus loin en leur mettant à disposition aussi un outil de dimensionnement qu'on est en train de développer spécifiquement. Et on est aussi organisme de formation pour éviter toutes les problématiques de mise en œuvre. Et notre sujet a toujours été la qualité de l'air intérieur. La société a été créée en 86 et notamment pour lutter contre l'humidité de condensation qui était le polluant, enfin qui n'est pas un polluant en réalité, mais qui pouvait démontrer qu'il y avait une insuffisance de renouvellement d'air et qui était liée déjà à la recherche de faire des économies d'énergie. Et c'est vrai que dans le métier de la ventilation, toutes ces dernières années, on a été plutôt contraint par les réglementations thermiques et on a plutôt réduit les taux de renouvellement d'air. Ce qui fait qu'auparavant, on pouvait dire que les 2/3 des renouvellements d'air étaient gérés par les défauts d'étanchéité des maisons. Maintenant, ce n'est plus le cas puisqu'on a dans les systèmes constructifs une très bonne isolation, une très bonne étanchéité, une meilleure exposition, des apports internes qui sont importants et donc les renouvellements d'air doivent vraiment être étudiés et notamment grâce à la ventilation puisque ce n'est plus les défauts d'étanchéité qui les assurent. On est, pour mettre un petit peu un contexte, on est réglementé effectivement, comme le disait Laurent, par une réglementation qui est descriptive et qui date de 82. Et entre-temps, on a eu de nombreuses réglementations thermiques, ce qui est bien, mais je pense qu'il y a des façons de réguler pour et travailler sur la qualité d'air intérieur et sur avoir le meilleur bilan énergétique possible. Je voudrais bien présenter les slides pour présenter les systèmes de ventilation qui existent le plus. Et puis après, je zoomerai sur ce que nous faisons. Dans les systèmes de ventilation mécanique, il y a trois systèmes, 3 façons de ventiler. Alors d'abord, la ventilation, c'est le renouvellement d'air du bâtiment.
Pour faire ce renouvellement d'air, ce que vous voyez le plus, notamment en résidentiel, c'est de la VMC pour ventilation mécanique contrôlée par extraction. Ça veut dire que c'est la partie extraction qui est mécanique et les entrées d'air sont passives. Donc on s'occupe, là aussi, je rebondis sur ce que disait Laurent, on extrait mécaniquement dans les pièces de service et les entrées se font d'une façon passive dans les pièces de vie. Ensuite, il y a le système que nous concevons et développons, qui est la ventilation mécanique contrôlée, mais par insufflation. La partie mécanique est donc sur l'insufflation dans les pièces de vie, ce qui permet et la filtration et d'être sûr d'assurer le bon débit dans les pièces de vie où on passe beaucoup de temps. Et l'évacuation de l'air vicié se fait toujours par les pièces techniques. Et enfin, on a le troisième système, qui est la double flux, donc il y a les deux flux qui sont mécaniques et de préférence après avec un échangeur pour la partie énergétique. Voilà, c'était simplement, on n'a pas vu les schémas, mais je peux vous conseiller d'aller sur le site qui a été créé par la DHUP, qui s'appelle bâtiment-ventilation.fr, et vous verrez des systèmes de ventilation, c'est des petits schémas très simples, mais qui représentent bien les trois systèmes de ventilation. Alors, nous, on travaille sur la ventilation mécanique contrôlée par insufflation. Hein. Ça nous permet bien évidemment de filtrer l'air entrant, ce qui est à notre sens important, puisqu'on sait que les coûts sanitaires définis par l'ANSES sont occasionnés quasiment aux 3/4, je parle sous la, sous la surveillance de Fabien. Donc, on sait que la pollution atmosphérique est très dommageable pour notre santé. Donc, il est important, quand on renouvelle l'air intérieur, ce qui est le métier de la ventilation, de ne pas rajouter les pollutions extérieures à la pollution intérieure, puisque ça pourrait se rajouter. C'est aussi souvent pour ça qu'on dit que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, puisque c'est le rajout de différentes pollutions à l'intérieur du logement. Donc, après avoir fait la filtration, on insuffle l'air donc dans les pièces. Ça nous permet de nous assurer d'un débit de ventilation, et d'autant plus que maintenant on a pu faire évoluer les choses. On avait déjà des capteurs d'humidité, beaucoup de régulations se faisaient sur l'humidité, la température aussi pour du rafraîchissement. Et maintenant, comme on a davantage de capteurs à notre disposition fiables et abordables, on a intégré le CO2 qui est un indice de confinement. Ça permet, quand on suit les taux de CO2, savoir si le renouvellement d'air se fait bien. Donc, ça nous permet, au-delà de parler de taux de renouvellement d'air, etc., c'est d'essayer d'approcher pour faire de la régulation vraiment en fonction de la qualité d'air qui est à l'intérieur du bâtiment. On a souhaité aussi, parce que la qualité d'air ne se voit pas et qu'on peut présenter un système comme je peux le faire à ce moment-là, mais les utilisateurs n'ont pas forcément le rendu. Donc, on voulait essayer de montrer que la VMI tenait ses promesses en ayant des remontées d'informations possibles pour les utilisateurs. Et donc, nous avons créé d'ailleurs 3 applications, une pour en interne dans nos ateliers, parce que je parlais de certaines personnes dans ma présentation, mais bien sûr, on a un atelier, on a des personnes qui sont là pour monter, vérifier, valider tous les systèmes de ventilation qui sortent de chez nous. Ils sont tous testés. Donc, on a fait une application pour nous faciliter les tests à la sortie de la production. On a une application pour les installateurs, parce que les installateurs, on veut leur faciliter la tâche, surtout qu'on l'a vu là aussi avec Laurent, que ce n'est pas forcément des ventilistes comme lui qui installent des systèmes de ventilation. Donc, il est important que le travail soit facilité au maximum. Et donc là, ça leur permet de faire des équilibrages, paramétrages et maintenance à distance aussi pour organiser, là ça s'adresse plus du côté d'Axel sur la maintenance, mais pouvoir organiser aussi leur visite de maintenance, et aux utilisateurs de pouvoir aller aussi voir quelle est la qualité d'air chez eux, intervenir sur des paramétrages s'ils partent en vacances, diminuer, ils ont beaucoup de monde, il y a des fonctions boost, différentes fonctions. Et notamment dans les différentes fonctions, il y a aussi la fonction de surventilation nocturne pour le rafraîchissement.
qui devient un sujet. On voit bien que les étés sont de plus en plus chauds et qu'il est important de trouver des solutions, de préférence passives. Et la surventilation nocturne en été est relativement efficace et permet un abaissement des températures, notamment dans les chambres, ce qui est bien appréciable pour les nuits d'été. Ensuite, on a aussi beaucoup travaillé sur différents couplages. C'est vrai qu'il y avait des groupes de travail que doit bien connaître Fabien, qui avait dit les besoins de chauffage sont de plus en plus faibles de par tous les travaux qui ont été faits. Est-ce que la ventilation pourrait pas être un vecteur aussi de chauffage ou de rafraîchissement? Et on travaille avec différents partenaires, que ce soit sur de la génération de chaleur ou sur des émetteurs. Donc la VMI peut se coupler. On a aussi intégré dans la machine, d'ailleurs que vous voyez derrière, la possibilité, elle est modulable, de rajouter une boucle d'eau chaude ou une boucle d'eau froide, enfin, ou des boucles qui peuvent être selon l'alimentation, être uniquement sur la partie chaleur ou qui peut être aussi sur la partie rafraîchissement. On est très complémentaire avec des plafonds et des planchers chauffants. On est aussi on peut tout à fait se coupler sur des gainables avec des plénums et ça permet sur un système qui à l'origine est sur de la distribution sur la partie thermique de rajouter la partie qualité d'air et d'avoir sur un même réseau les deux parties thermique et qualité d'air. On est dans différentes associations comme Promodule, Filméa. On participe aussi au club ventilation pour essayer de porter la notion de l'importance de la qualité d'air et de la ventilation et du métier de ventiliste. Parce que du temps que j'ai la parole, je voudrais dire que c'est vrai qu'il y a peu de culture pour l'instant en France sur l'importance de la ventilation. Le Zoom a été un peu mis malheureusement par la Covid qui fait parler de l'importance, mais on avait un grand handicap là-dessus. Et ce que je trouve aussi, c'est qu'on a pu, dans les différents projets expérimentaux, puisqu'on travaille aussi avec la ville de Paris pour équiper des crèches ou des écoles, et dans d'autres sites, on a pu voir qu'il y avait beaucoup de déperditions, une mauvaise régulation sur la partie thermique et que opposer la partie énergétique au système de ventilation, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a beaucoup à gagner par ailleurs. Et ce qu'on a pu voir en résidentiel aussi, c'est que souvent les autres usages dépasser en consommation les 5 usages primaires que je dirais eau chaude sanitaire, chauffage, ventilation et tout ça. Donc on voit que même si on demande beaucoup à la ventilation, ça ne sera pas le poste le plus important et que c'est tous nos autres usages qui vont devenir de plus en plus importants. Voilà dans l'écran. Merci beaucoup, Michel. Je voulais vous demander, la VMI, finalement, elle est proposée dans le résidentiel, elle est proposée dans, vous en parliez à l'instant, dans des écoles, dans des crèches. Finalement, quel est le champ finalement d'application de la VMI? Dans quel type de bâtiment, finalement, elle est intéressante par rapport aux autres systèmes que nous avons évoqués? Alors, historiquement, effectivement, nous, on était plutôt dans le résidentiel, mais on a eu des demandes parce que la ventilation mécanique par insufflation, en étant simple flux, donc elle permet d'être facilement installable et elle permet d'avoir la filtration qui est quand même très importante et de s'assurer un renouvellement d'air. Ce qui fait qu'on a été amené à aller dans des crèches et des écoles, à faire des projets expérimentaux, à faire évoluer nos systèmes, avoir tous les retours d'expérience qui vont bien. Et donc maintenant, on est sur le petit tertiaire. Et puis, il y a aussi une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est vrai que la légère pression positive que génère la VMI, ça permet aussi de s'opposer au radon et qui est aussi un problème qui ne touche pas toutes les régions, mais qui touche quand même un tiers, je pense, à peu près de la France, ce qui est important. Donc, en résumé, par rapport à votre question directe, c'est le résidentiel, effectivement, que ce soit en rénovation, que ce soit en neuf, et tout ce qui est petit tertiaire et bureau, où on a pu peaufiner et on peut offrir maintenant un système qui correspond vraiment aux besoins. Nous sommes actuellement d'ailleurs sur un projet de démonstrateur sur 3 écoles à Paris avec la ville de Paris. Michel, vous avez parlé aussi des capteurs, notamment des
des capteurs de CO2, vous avez même évoqué le lien entre capteurs et ventilation. En fait, aujourd'hui, on est en train de voir l'importance que prend la ventilation par rapport, comme j'expliquais au tout début, de la Covid et de ce virus. Et donc aujourd'hui, on préconise, et les travaux du Haut Conseil de santé publique, déjà depuis quelques mois, qui parlait beaucoup de ventilation, préconise donc presque, j'allais dire, de manière systématique, la pose d'un capteur CO2 pour le suivi de la qualité de l'air et être sûr que l'air est bien renouvelé. On a même été d'ailleurs assez loin dans les préconisations, puisque habituellement, quand on mesure le CO2 en continu, on regarde s'il ne dépasse pas les 1000 parties par million, les 1000 ppm habituels que nous donne le Code du travail ou le règlement sanitaire départemental type. Aujourd'hui, nous avons préconisé des valeurs cibles un peu plus basses que 1000, autour de 800 ppm, pour considérer qu'on a un renouvellement d'air satisfaisant par rapport à l'élimination des aérosols, donc des particules virales. Également, certaines publications américaines parlent même d'aller encore en dessous, jusqu'à 500 ppm. Dans nos expériences que nous avons des systèmes de ventilation, à un moment donné, il faudra voir quel système de ventilation nous permet d'avoir ce renouvellement d'air suffisant pour éliminer la pollution en général et la contamination par les particules virales. Dans votre expérience, le capteur CO2, c'est ce que vous préconisez, j'allais dire presque systématiquement, pour mesurer la qualité de l'air avec vos systèmes? Oui, enfin, on préconise fortement le capteur de CO2 parce qu'effectivement, vous venez de l'expliquer très très bien, c'est l'indice de confinement à ce jour par excellence. Je ne pense pas qu'on ait autre chose de plus fiable pour surveiller le confinement. Malheureusement, on vient un peu de loin, hein. Je dois dire que nous, on le met sur option. Autant l'humidité, la température, tout ça, c'est d'office. Le rafraîchissement nocturne, tout ça est d'office dans nos systèmes. Là, on conseille aux gens de rajouter des capteurs de CO2 selon les pièces, la chambre parentale, le salon. Donc, on a une base CO2 et puis on peut la peaufiner avec davantage de capteurs. La difficulté, enfin, c'est pas la difficulté technique, hein, par rapport à ce que vous disiez sur le taux de référence, c'est nous qui développons tous nos algorithmes, donc on a deux façons de gérer les choses par rapport à une exigence qui serait plus grande sur les taux de CO2. Pour l'instant, on est plus à vouloir atteindre les 1000 ppm, ce qui était déjà ambitieux par rapport à la réglementation qui allait de 1300 à 1700. On s'était calé sur 1000 dans nos algorithmes. Et qu'est-ce qui va permettre d'obtenir ces 1000 ou ces 800 dont vous parlez ou ces 500? Après, c'est le débit d'air et puis effectivement modifier les algorithmes pour que la référence soit à 800 ou à 500. Ça, on l'a un petit peu anticipé et on a, je dirais, la main dessus pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences et où on sait que les exigences seront à un taux de renouvellement plus important pour s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas de confinement et de zones mortes. Et c'est vrai que l'insufflation nous permet aussi, avec cette légère pression positive, d'éviter des zones mortes dans les pièces que nous ventilons, puisque on a vraiment une légère pression positive, mais qui évite complètement ces zones mortes qui peuvent être des zones de développement de différents virus. En fait, pour terminer là-dessus, effectivement, je pense qu'il est important de prendre en considération les pièces de vie, parce que là, on y passe beaucoup de temps, et que cette notion de virus dont nous parlons aujourd'hui, mais des autres polluants, nous paraissent importants à considérer, et donc avoir des débits d'air suffisants dans les pièces de vie, peut-être plus que dans les pièces de service, comme on pouvait le faire autrefois. Et donc, je vois dans vos deux présentations l'importance que vous donnez aux pièces de vie et dont la présence des occupants est la plus importante, et donc d'apporter de l'air neuf, filtré dans votre cas, ou dans la VMC double flux, d'apporter de l'air neuf, donc traité, et augmenter les débits d'air pour permettre justement d'éliminer cette contamination ou cette pollution qui est présente dans les lieux dans les pièces de vie, en fin de compte.
C'est vrai que quand on parle dans la ventilation, on dit le renouvellement avec de l'air neuf. Effectivement, il est important qu'il soit le plus neuf possible, ce qui zoome beaucoup sur l'importance de la filtration et puis de tout ce que nous permet les évolutions de ces dernières années, qui est effectivement sur la partie capteur et connectique. De plus en plus, on pourra avoir des capteurs et aussi des stations de qualité d'air. Les gens pourront savoir quelle est la qualité d'air qu'ils ont chez eux. Et c'est relativement instructif et ça permettra de faire prendre conscience de l'importance de la qualité d'air qui ne se voit pas. Et je pense qu'avec les capteurs et la connectivité, on va pouvoir avoir un air de qualité dans les bâtiments. Voilà, donc je mettrai simplement un tout petit bémol. Des capteurs, c'est très bien, mais après, il y a les problèmes d'étalonnage, de dérive et autres. Donc, il faut, voilà, c'est aussi des sujets importants à prendre en considération parce que c'est des mesures qui nous sont données et il faut que ces mesures soient les plus fiables possibles, qu'on prenne une décision. Donc, il faut aussi travailler sur la notion des capteurs pour avoir une fiabilité des réponses que l'on a. Et je vais m'adresser d'ailleurs à Axel à ce sujet. Bonjour Axel, de Bonjour. la société Ventéo. Axel, donc votre métier, voilà, vous allez présenter votre métier, le nombre de personnes où vous travaillez et ce que vous faites. On est de tout ce que nous venons de dire jusqu'à présent dans la notion d'amélioration de la qualité de l'air. C'est l'objectif que l'on a avec la ventilation. Comment vous intervenez donc sur ce sujet de la ventilation dans les bâtiments? Bonjour, donc je représente la société Ventéo. Nous sommes spécialisés en amélioration de la qualité de l'air et la performance énergétique des bâtiments. Nous intervenons autour de 5 axes de solutions. Le premier va être la prévention des risques viraux dans les bâtiments, notamment avec l'actualité, c'est une activité très importante aujourd'hui. Le contrôle de confort des occupants, les audits techniques des installations de ventilation, l'entretien de ces installations et, dernière étape, ce sera la remise en état des installations techniques. Nous intervenons donc sur tout type de bâtiments, mais en majorité sur les immeubles de bureaux. Sur les immeubles de bureaux, les immeubles de logement collectif, les administrations, les centres hospitaliers, les industries et les centres commerciaux. Nous intervenons donc aujourd'hui majoritairement en Île-de-France, mais nous avons des missions ponctuelles avec certains de nos clients en région et donc un peu sur tout le territoire français. Pour faire simple, pour résumer notre activité, nous travaillons avec nos clients sur des problématiques, c'est-à-dire que nous venons dans un bâtiment, nous identifions des pathologies, des problématiques qui vont dégrader la qualité de l'air, dégrader le confort des occupants. Et de là, on va identifier ces problématiques-là pour pouvoir derrière mettre en place des préconisations et surtout un plan d'action. Et ces plans d'action, nous allons les réaliser en partie avec nos équipes techniques ou s'atteler ou s'adosser avec des partenaires sous-traitants pour compléter, on va dire, nos gammes de prestations et pour pouvoir, on va dire, résoudre les problématiques que l'on aura identifiées. Donc, on va, par exemple, intervenir pour des maîtres d'ouvrage qui vont gérer des immeubles de bureaux dans Paris ou aux alentours sur des problématiques spécifiques. Pour des sociétés de maintenance qui, elles, vont avoir les sociétés de maintenance, on va dire, multitechniques généralistes, qui vont gérer la maintenance de parcs immobiliers et derrière vont être face à des problèmes qui, eux, ne vont pas pouvoir régler parce qu'ils n'ont pas les compétences en interne et vont devoir s'adosser à des spécialistes comme nous, en qualité de l'air, par exemple, en performance énergétique, pour pouvoir justement résoudre ces problématiques-là. Donc, on va vraiment intervenir sur la chaîne, en fait, sur une approche assez globale de la résolution des problèmes par l'identification des problématiques qui peuvent être multiples, qui peuvent être liées à des espaces qui vont être mal utilisés, avec une concentration de population trop importante, dans des espaces qui vont être peu ventilés,
jusqu'à le diagnostic des installations et ensuite la remise en état. La remise en état peut s'apparenter à des hygiénisations des systèmes de ventilation. On va dire des gros nettoyages de systèmes de ventilation qui sont aujourd'hui rarement faits, des reprises d'étanchéité qui vont, car aujourd'hui on sait que beaucoup d'études montrent et notre expérience démontre que les systèmes de ventilation sont un peu laissés à l'abandon, même si on a des gammes de maintenance qui sont mises en place sur les équipements, on va dire, mécaniques centralisés. Toute la diffusion de l'air dans les bâtiments, vu qu'elle est complexe, qu'elle représente quand même des surfaces assez importantes, sont assez délaissées et du coup, on a avec le temps des problématiques qui apparaissent de vétusté et d'installations qui ne sont plus performantes. Et donc, nous, notre but, c'est vraiment d'aller identifier ces problèmes-là pour pouvoir les résoudre. Donc, voilà. Donc, on va intervenir précisément sur les problématiques pour améliorer la qualité de l'air et la performance des installations. Les problèmes dont vous parlez, est-ce que ce sont des problèmes techniques au départ qu'on a constatés dans le bâtiment et donc on fait appel à vous pour en faire un diagnostic et ensuite proposer des solutions telles que vous venez de le dire, ou ça peut être aussi des problèmes des occupants de santé, des occupants ou de mal-être, des occupants d'une perception d'une mauvaise qualité d'ambiance. Est-ce que c'est ces types de problèmes pour lesquels on vous appelle et qu'est-ce que vous constatez en fait sur place en matière d'installation? Est-ce que vous disiez tout à l'heure que les installations étaient un peu à l'abandon? Qu'est-ce que vous entendez par là en fait? C'est qu'il n'y a pas de maintenance des installations? Alors, pour répondre à votre première question, effectivement, on a deux types d'appels entrants. On nous appelle effectivement soit pour des problèmes techniques qui sont clairement identifiés, ou par exemple une société de maintenance ou un bureau de contrôle va identifier qu'il y a des problématiques de renouvellement de l'air. Et derrière, voilà, une fois que le diagnostic est posé, ça s'arrête là, mais et on fait appel à nous maintenant pour reprendre ces audits-là, pour ces problématiques-là, pour ensuite proposer une solution et des plans d'action précis pour remettre en état, on va dire, et résoudre ces problèmes. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, effectivement, vient des occupants. Ça peut être une entreprise ou son CHSCT qui fait appel à nous, où il y a des personnes dans les locaux qui vont se plaindre d'inconfort, de picotement des yeux, de problématiques classiques en fait que l'on va retrouver dans les bâtiments. Et de là, nous, on va proposer un plan d'audit pour identifier d'où viennent ces problèmes-là. Ça vient de la ventilation, du mobilier, de l'environnement, on va dire, de l'occupant. Est-ce que c'est identifié seulement à l'environnement de l'occupant ou est-ce que c'est plus centralisé, plus général au bâtiment? Et de là, souvent, on va revenir aussi sur un problème technique de la ventilation derrière ou de l'ameublement ou autre, ou du taux d'occupation, de l'aménagement des locaux. Et de là, du coup, on va identifier la pathologie du bâtiment technique pour pouvoir derrière, pareil, remettre en place un plan d'action et mettre en œuvre les solutions d'amélioration. Pour répondre à votre deuxième question sur la vétusté des installations, alors on va dire qu'aujourd'hui, c'est assez complexe parce que, notamment dans les installations, les sociétés de maintenance aujourd'hui assurent la maintenance, on va dire, des éléments mécaniques, c'est-à-dire des caissons qui sont accessibles, des caissons centralisés qui permettent d'extraire l'air ou d'amener de l'air dans le bâtiment. Mais toute la diffusion qui est, on va dire, cachée et peu accessible, qui sont les gaines de ventilation, par exemple, qui peuvent courir sur des centaines, voire des milliers de mètres dans un bâtiment, dans les faux plafonds, dans des zones, on va dire, cachées, dans des zones difficiles d'accès. Ces gaines de ventilation-là, oui, ne sont pas, on va dire, contrôlées comme il faudrait. Et donc, du coup, même si les installations techniques, on va dire les moteurs centralisés, vont être bien entretenus, les gaines de ventilation qui représentent, on va dire, la grande majorité de l'installation, elles vont être délaissées et ne vont pas être contrôlées. Et c'est là que l'on va avoir des problèmes dans le temps. Souvent, même dès la réception de chantier, on va avoir un manque de contrôle
ces parties-là de système de ventilation. Et avec le temps, bien évidemment, les choses vont se dégrader. On va avoir une accumulation de poussière, on va dire de polluants qui vont se fixer dans les gaines et qui vont être relargués petit à petit dans l'air intérieur. De plus, souvent, il va y avoir des réaménagements de locaux qui vont être faits sans prendre en considération la ventilation. Et du coup, les réaménagements de locaux vont être faits, mais la ventilation va rester telle qu'elle et ne va pas être adaptée en fait à la nouvelle occupation. Et du coup, on va avoir des déficits de renouvellement d'air dans ces zones-là. Et sur des années entières, des dizaines d'années, on va avoir un système de ventilation qui était initialement conçu pour une occupation X. Et aujourd'hui, on est sur une occupation Y ou Z qui n'est plus du tout en adéquation avec la ventilation du bâtiment. Donc, notre but, effectivement, c'est de pointer, de pointer ces problématiques-là et de mettre en œuvre des plans d'action, justement, d'adaptation et de remise en état de ces installations pour les rendre conformes à l'utilisation, on va dire, actuelle du bâtiment. Est-ce que vous constatez, par exemple, j'ai bien compris que vous proposiez des plans d'action de modification et d'adaptation de la ventilation au bâtiment. Est-ce qu'il vous est amené aussi à préconiser des changements de filtres, par exemple, c'est-à-dire qu'on avait des filtres au départ qui étaient peu efficaces? Est-ce que vous êtes amené aussi à préconiser donc des systèmes de filtration plus performants, des modifications de centrales de traitement d'air? Ça peut aller jusque-là. Alors, ça peut aller jusque-là. Souvent, si ça commence à aller dans cette réflexion-là, on rentre dans un autre cadre de rénovation, entre guillemets, un peu plus lourde. Je ne parle pas des filtres, hein, les filtrations, mais plutôt du changement d'équipement. Et là, c'est souvent après un bureau d'études fluide qui va prendre le relais. Nous, on va vraiment essayer avec une installation existante de la rendre la plus optimale possible. Donc voilà, donc effectivement, on peut préconiser des améliorations sur la filtration et autres, mais déjà, notre but, c'est vraiment de rendre optimale l'installation qui est sur place, qui est existante, sans rentrer dans une phase de rénovation importante. Parce que là, on passe sur une autre étape de rénovation, de travaux, et là, ce n'est plus nous qui avons la main, c'est plutôt après. Après, on va partir dans un système de rénovation classique avec un maître d'œuvre, des bureaux d'études fluides, des entreprises, etc., qui vont mettre en œuvre, on va dire, ces phases de travaux. Donc nous, on est vraiment dans l'étape avant cela. Alors, on a connu durant l'année 2020 la crise Covid. Justement, dans cette période Covid, et là ma question s'adresse à tous les trois, puisque dans cette période Covid, on a mis l'accent sur la ventilation. Est-ce que vous avez été amenés à être appelés les uns les autres, plus spécifiquement pour cet aspect Covid et l'inquiétude qu'avaient les personnes éventuellement sur la qualité de l'air et sur la ventilation? Est-ce qu'on vous a appelé spécifiquement pour la crise Covid et de mettre en place peut-être des solutions pour lutter contre ces problèmes de contamination à l'intérieur? Peut-être Axel et puis ensuite Oui. Michel et Laurent. Oui, Axel? Oui, alors oui, effectivement, on a eu un dossier important on va dire en septembre 2020 où il avait déjà été pointé du doigt c'est un bâtiment de bureau classique dans Paris qui faisait peut-être 5 étages, on était peut-être sur 10 000 mètres carrés. Il savait déjà, il y avait déjà eu des bureaux de contrôle qui étaient passés depuis plusieurs années, comme quoi il y avait des problèmes, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les débits de ventilation dans les zones d'occupation. Mais voilà, ils avaient d'autres priorités et ces problématiques-là étaient un peu mises sous le tapis et laissées de côté. Sauf que le Covid est passé par là et du coup, on va dire les occupants se sont dit on ne peut plus laisser passer, on a besoin d'un renouvellement d'air optimal. Donc ce problème-là, devient une priorité. Et donc là, on est intervenu en partenariat avec un bureau d'études pour identifier d'où venaient ces problèmes, pourquoi il n'y avait pas les débits. Donc on s'est aperçu que il y avait des vieux systèmes de régulation par boîte de détente en fait qui bridaient les débits de ventilation. Il y avait des problèmes d'étanchéité, des gaines déconnectées, tout un tas de problèmes de vétusté, des clapets coupe-feu qui étaient fermés, qui ne marchaient plus et autres. Donc on a identifié précisément tous ces problèmes bloquants
Et de là, on a proposé un plan d'action de remise en état où on a remplacé tous les organes de régulation qui étaient défectueux, donc qui empêchaient de faire passer l'air dans certaines zones des installations. On a nettoyé le système qui était complètement encrassé. Et ensuite, une fois que c'était fini, on a rééquilibré, fait un équilibrage de toutes les débits de ventilation. Et on a refait passer le bureau de contrôle derrière pour valider que les débits après cette opération-là étaient conformes à l'occupation du bâtiment et donc que le bâtiment était viable aujourd'hui. Et Michel, merci Axel. Michel, pareil pour les écoles par exemple. Est-ce qu'il y a eu l'année dernière et même depuis le début de cette année aussi une préoccupation Covid de la part des écoles ou voire des crèches et une demande finalement d'améliorer le renouvellement d'air dans ces bâtiments? Oui, tout à fait. On a eu bien sûr plus de retours, surtout que souvent, c'est pas forcément de l'amélioration, c'est des fois des systèmes qui sont absents. Beaucoup d'écoles encore et de crèches n'ont pas de système de ventilation. On ne parle même pas qu'ils soient remis en état, mais j'abonde complètement sur ce que dit Axel, effectivement, sur l'importance de la maintenance et du suivi. De notre côté aussi, on a vu grimper, mais là, dès le premier confinement, la vente de filtres. Nous avons un site marchand pour les filtres, sinon on ne travaille pas directement avec les particuliers, mais on a vu la vente de filtres s'envoler. Hein. Et au niveau des VMI, il y a une demande de plus en plus grande et qui s'est faite juste après le premier confinement et qui continue et qui est d'ailleurs très forte sur ce début d'année. On voit que la sensibilisation faite par la Covid a été importante sur la préoccupation des gens et l'appétence à essayer de trouver des solutions qui tentent de les protéger. Et Laurent, chez vous, alors tout à l'heure, vous nous parliez plutôt des enfants asthmatiques ou allergiques et l'importance du renouvellement d'air et donc l'amélioration de la ventilation que vous apportiez. Est-ce que la période Covid aussi, il y a eu une préoccupation de vos clients sur ce sujet-là et vous demandant de trouver des solutions peut-être pour tenter de circonscrire un petit peu ce problème? Alors, tout au début de l'épisode sanitaire, j'ai été questionné par mes clients pour savoir si leur type d'échangeur était rotatif ou à plaque. Parce que tout au début de la crise sanitaire, il y a eu, on ne savait pas trop, et pour les échangeurs rotatifs où il y avait un risque de mélange entre l'air extrait et l'air insufflé, voilà, on encourageait à ce moment-là de les arrêter ou de modifier leur réglage pour supprimer ce recyclage. Problématique que nous n'avions pas sur les échangeurs à plaques. Donc tout au début, on m'a questionné pour savoir est-ce que j'ai un échangeur rotatif, est-ce que j'ai un échangeur à plaques et qu'est-ce que ce que je dois faire. Quoi, voilà. Depuis, cette question a complètement disparu et depuis début décembre, moi, je suis submergé par des appels de particuliers qui ont vraiment pris davantage conscience des problématiques qu'ils avaient dans leur logement, mais avec une typologie de prospects qui a complètement changé. Avant, les personnes étaient davantage impliqués dans leur projet et étaient, j'ai envie de dire, davantage avertis sur le système de ventilation, alors que depuis début décembre, les personnes sont vraiment novices, ont peu d'informations, peu d'idées sur le mode de fonctionnement et ont une exigence d'intervention très très rapide, même irréaliste. Quoi. Voilà. Le dernier exemple, c'est dimanche, là j'ai eu quelqu'un que j'avais rencontré il y a quelques temps et qui voulait son intervention mardi alors qu'il ne m'avait pas encore passé commande. Quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, la façon d'aborder les choses des prospects a complètement changé. Quoi. Voilà. Alors, j'insiste sur ce sujet-là parce que quand on mène des études par rapport à la Covid et on voit les lieux de contamination, en fait, les lieux de contamination, c'est lorsqu'on enlève le masque qu'on doit porter théoriquement dans les espaces clos le plus longtemps possible. Et on voit bien que lorsqu'on enlève le masque, que ce soit dans un bar, un restaurant, voire dans une entreprise, ou surtout dans la sphère privée, donc dans les lieux de vie privés, familiaux, amicaux, où on enlève le masque, les risques de contamination peuvent être importants. Et donc je pense que dans ces lieux-là,
où on enlève le masque par nécessité, parce qu'on ne peut pas faire autrement alors qu'on devrait l'avoir le plus longtemps possible à l'intérieur, quand on est amené et obligé d'enlever le masque, là, le renouvellement d'air vient compenser et ajouter, enfin permettre, pardon, l'élimination de ces particules virales de la transmission par aérosol, donc, et notamment la distance aussi que nous avons préconisée un peu plus grande aujourd'hui. Donc c'est vrai que lorsqu'on va enlever le masque, eh bien, le renouvellement d'air et la qualité de l'air prend une importance de plus en plus grande. Alors, je ne sais pas, Patrick, nous arrivons bientôt à la fin de notre webinaire. Patrick, si nous avons des questions qui ont été posées par donc les personnes qui nous écoutent. Oui, effectivement, il y a une question, je pense, de la part d'une CEI. À qui les particuliers en maison individuelle peuvent-ils s'adresser pour la maintenance de leur VMC? Alors, à des ventilistes comme moi, mais c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Voilà. Car souvent, l'électricien qui a posé l'équipement, bah voilà, c'était pas son cœur d'activité. Il l'a fait parce qu'il fallait le faire, parce que ça a augmenté son chiffre d'affaires. Mais voilà, il y a un vrai besoin et c'est pas facile. Voilà. Y a-t-il une organisation qui regroupe un petit peu des entreprises comme la vôtre? Aujourd'hui, pas à ma connaissance, parce que le métier n'est pas, en tout cas dans l'habitat individuel, le métier n'est pas assez développé. Moi, je côtoie d'autres personnes au niveau de la branche, de la Fédération française du bâtiment, de mon métier, mais voilà, c'est plus, je côtoie plus des personnes comme Axel, quoi. Ok, il y a une autre question. Quid des ventilations naturelles qui équipent une grande partie du parc immobilier? Comment l'entretenir? Idem pour les autres systèmes de ventilation, car, nous dit cette CEI d'ailleurs, car avant de viser des systèmes performants, il faudrait déjà améliorer et nettoyer les systèmes existants, ce qui est évidemment le bon sens. Mais qu'est-ce qu'il en est donc des équipements naturels, des ventilations naturelles? C'est peut-être Axel? Oui. Alors, Oui. les équipements de ventilation naturelle, on va dire qu'ils ont leurs limites. Après, parce qu'ils fonctionnent, ce sont souvent des colonnes, il n'y a pas d'action mécanique. Donc, ils marchent par dépression entre la température intérieure et extérieure. Donc, comment dire, la maintenance est assez simple. Il faut déjà contrôler les débits de ventilation et puis nettoyer ces systèmes-là. Parce que si vous avez, vu qu'on est sur des pressions assez basses avec des vitesses d'air basses, si vous avez la moindre obturation, vous allez limiter justement l'efficacité de ce système. Donc voilà, la maintenance n'est pas très compliquée sur ces systèmes-là, mais malheureusement, comme c'est des systèmes simples, la maintenance est souvent absente. Donc le but, c'est de mettre en place une petite gamme de maintenance pour justement éviter que ce système-là se dégrade. De mémoire, il y a un parc quand même important avec ces ventilations naturelles par tirage thermique. Donc effectivement, dont on sait que l'efficacité est bien moindre que la ventilation mécanique qui permet justement d'extraire l'air et de souffler l'air dans certains cas. Et donc c'est vrai que ce tirage thermique, il est très dépendant des conditions météorologiques et il est dépendant aussi de l'entretien et de l'encrassement de ces systèmes. Justement, Axel ou Laurent, est-ce que vous êtes appelés pour des ventilations naturelles, pour faire un entretien de ces ventilations naturelles dans le résidentiel? Je ne sais pas si Laurent peut Alors, répondre. Ensuite, voilà, Axel. moi, je voudrais indiquer qu'aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont transformés par des systèmes de ventilation naturelle hybride. Voilà. Il y a un petit caisson qui est rajouté dans la partie supérieure du conduit et qui va à certains moments prendre le relais, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'en installer un dans un immeuble de logement qui était un petit peu un immeuble test où on avait quand même une hauteur importante. Et donc avec ces systèmes de ventilation hybride, que nous, on vient entretenir tous les ans, quoi, voilà. Mais il y a cette piste-là pour la personne qui pourrait améliorer son installation, quoi. Et c'est pareil pour les écoles, Michel, où là, il n'y a pas de ventilation mécanique. Et donc là, on apporte la VMI justement pour faire de l'insufflation dans les salles de classe.
Oui, tout à fait. Ça permet de pouvoir installer un système assez simplement, puisqu'on a des temps d'intervention assez réduits, puisque c'est les vacances scolaires et les week-ends qu'on peut intervenir pour mettre en place un système de ventilation. Donc, le système, il permet de filtrer l'air entrant et d'assurer le renouvellement d'air en fonction du CO2. Ce qui fait que sur un établissement qui n'avait pas de ventilation initialement, ça nous permet d'installer un système qui va permettre de protéger les enfants et favoriser aussi les apprentissages. Donc, Et comme disaient Laurent et Michel, il y a des solutions techniques qui permettent de pallier en fait à cette ventilation naturelle. on Oui, essaie d'ailleurs, aussi. pardonnez-moi, quid également effectivement de comment dire, de la gestion de l'ouverture des portes et fenêtres, qui est un des conseils des médecins allergologues, en particulier de l'ARCA, qui effectivement ont un peu cette mission de tenter de modifier aussi les comportements, parce que pour eux, ce qui leur semble évidemment important, c'est l'arrivée d'air entrant et de renouvellement d'air. Comment vous voyez les choses dans l'avenir pour gérer cet aspect de ventilation parfois mécanique, par insufflation ou par extraction, mais également avec ce comportement qui s'est perdu d'ouverture des portes et fenêtres. Eh bien, peut-être ce sera la dernière question à poser à tout le monde, finalement. Comment on introduit l'ouverture des fenêtres au même moment, en même temps que la ventilation? Alors, peut-être, Laurent, peut-être dans un premier temps, sur le résidentiel, par rapport à l'aération, l'ouverture des fenêtres, des ouvrants. Alors nous, dans le neuf, nous intervenons dans des maisons passives et donc effectivement, on ne va plus ouvrir les fenêtres pour aérer le logement. Je mise tout sur l'étude que j'ai fait au préalable des débits que je vais insuffler dans mes pièces de vie, quoi. Voilà. Et au bout de plus d'une dizaine d'années, grâce au retour d'expérience en interrogeant mes clients, j'ai réussi à trouver un débit satisfaisant qui ne génère pas un air trop sec dans le logement, qui permet de ne pas avoir le besoin d'aérer en ouvrant la fenêtre du logement, car dans ce type de bâtiment où il n'y a plus de chauffage conventionnel, eh bien, on ne peut pas se permettre de perdre toute l'énergie du logement par l'ouverture des fenêtres. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, je suis un petit peu en attente d'avoir des études, de pouvoir formaliser les choses, mais je l'ai fait de manière intuitive, quoi. Michel, dans votre système, l'ouverture des fenêtres, parce que c'est intéressant quand il y a de la ventilation naturelle, et pour la compléter par l'aération, ça me paraît important d'expliciter l'importance de l'ouverture des fenêtres quand la ventilation n'est pas suffisante, et notamment la ventilation naturelle dont nous venons de parler. Michel, vous, l'ouverture des fenêtres dans les salles de classe, lorsqu'il y a un système de VMI? Donc nous préconisons effectivement, on se substitue à l'ouverture des fenêtres qui était là effectivement pour assurer le renouvellement d'air, puisqu'on l'assure par l'insufflation, c'est quelque chose qui est accessoire. Et d'ailleurs, si on ouvre des fenêtres dans les classes au moment où la pollution extérieure est importante, ça va à contresens de l'intérêt d'une ventilation qui filtre l'air entrant. Donc on sensibilise effectivement les acteurs, mais on revient un petit peu de loin, hein, puisqu'on part de classes qui n'étaient pas du tout ventilées, qui n'avaient que le moyen d'ouvrir les fenêtres. Et donc là, on fait un petit peu de pédagogie pour leur expliquer que l'apport d'air neuf est assuré par la VMI et qu'il est filtré et qu'il serait contre-productif d'ouvrir les fenêtres parce qu'on amènerait effectivement de l'air extérieur mais qui ne serait pas filtré et qu'au moment des cours, il y a souvent de la circulation et que donc ça apporte de pollution à l'intérieur. Axel? Je voulais rajouter. Oui, pardon, Michel, allez-y, terminez. Pardon, allez-y. Je voulais rajouter qu'effectivement, il est important de maintenir les systèmes et qu'ils soient bien calibrés à leur livraison. Et effectivement, nous, on conseille aux professionnels avec lesquels on travaille de faire des contrats de maintenance, effectivement, et qu'ils puissent aussi élargir leur champ à d'autres systèmes pour que les systèmes de ventilation en place puissent perdurer dans le temps. En assurant la qualité. Oui. Oui. Ok. Moi, je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'il est mieux d'ouvrir les fenêtres. On peut, c'est bien quand on a que ça comme solution.
Mais derrière, quand autour du bâtiment, il y a de la pollution, effectivement, on fait rentrer une autre pollution. Donc, la maîtrise de l'apport d'air neuf par les systèmes de ventilation, c'est vachement mieux parce qu'on le filtre, on le maîtrise. Par contre, derrière, notamment, vous disiez tout à l'heure, Michel, les bâtiments devenant de plus en plus étanches, il y a un enjeu encore plus important de maîtriser justement cette ventilation et la maintenance derrière, parce qu'aujourd'hui, je pense que les contrats de maintenance qui sont mis en place sur des systèmes performants ne sont pas adaptés. Il faut peut-être revoir, faire évoluer aussi les contrôles et les contrats de maintenance à ces nouvelles exigences et ces nouveaux systèmes. Voilà, c'est le point d'attention que je mets là-dessus pour qu'on évolue tous dans le même sens. Voilà. Bien sûr, ça paraît tout à fait important. Donc, réponse, l'ouverture des fenêtres, oui, quand on n'a pas de ventilation satisfaisante, suffisante et bien contrôlée par ce contrat de maintenance dont on vient de parler. Sinon, eh bien, l'ouverture des fenêtres, oui, quand on n'a pas de système satisfaisant, l'ouverture des fenêtres, évidemment, est très important pour renouveler l'air des locaux et apporter de l'air neuf, mais pas un air qui sera filtré, évidemment. Voilà, ben nous arrivons au... Merci. Patrick, peut-être d'autres questions, non? Oui, enfin, juste une remarque de Martinotte qui est en Alsace et qui confirme un petit peu que le métier donc de ventiliste est à créer, puisqu'en Alsace, eux font appel au maître ramoneur, qui certainement est capable effectivement de nettoyer toutes ces conduites, mais avec l'idée donc de le faire évoluer de la façon dont vous avez commencé un peu à l'imaginer et à le faire évoluer. Très bien. Donc, voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup du temps que nous avons passé ensemble. On a apporté des choses importantes en matière de ventilation. Je pense qu'on a présenté un petit peu les métiers, les systèmes de ventilation, ce que l'on peut faire aujourd'hui. Car, comme je l'ai expliqué, nous avons toujours la même problématique de la pollution intérieure et nous avons aujourd'hui les infections virales. Donc, c'était important de parler, d'améliorer la qualité de l'air et de parler plus spécifiquement de la ventilation. Merci beaucoup à tous et bonne journée et à un prochain webinaire. Merci Patrick. Merci, très bientôt. Merci Fabien. Merci à tous. Ouais. Et merci de votre participation, très importante pour la suite. Merci. Merci. À vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. On a, je ne sais pas si